Dans cet engagement, on voit déjà des changements qui influenceront le processus général de la guerre. L'armée américaine a utilisé des avions pour la première fois. Mais dans ce cas particulier, ce moyen n'était pas plus efficace que les recherches faites à pied par des soldats pour retrouver l'élusif Pancho Villa. La guerre a continué, mais il y a eu peu de morts de chaque côté des opposants. Les États-Unis se sont lassés de cette poursuite qui demeurait sans résultat, et les nouvelles d'étrangers surpassaient en importance ce conflit secondaire. La guerre a éclaté en Europe. Elle semblait déjà avoir plus de grandes conséquences sur l'envergure des intérêts américains. Cette grande guerre annule l'importance de la petite querelle de frontières. Les États-Unis ont déclaré leur victoire et se sont retirés du Mexique. Des soldats tels que Jack Black Cushing étaient nécessaires pour des tâches plus urgentes. Encore une fois, les États-Unis ont entendu la voix de Sagamore Hill qu'ils ont pris l'habitude d'entendre depuis le début du siècle. L'ancien président Theodore Roosevelt a demandé à ses compatriotes d'être sur leur garde. Il était temps de se préparer à la guerre qui viendra sûrement, leur a-t-il dit. À cause de son expérience et de son voyage récent en Europe, il a pensé que l'ancien empire était assez impulsif pour s'engager dans une guerre qui ne pourra pas finir. Beaucoup d'Américains l'ont écouté et ont considéré cet avertissement comme le dernier service rendu à son pays. À la Maison-Blanche, le président Wilson a dit que ces événements ont changé les Américains en citoyens du monde. Et même si tout le monde n'était pas d'accord, on ne pouvait pas rebrousser chemin. Les États-Unis étaient prêts à s'embarquer sur la scène mondiale dans le rôle de puissance à part entière. Ils n'étaient plus, dès lors, isolés par des océans ou des faits historiques. Bien que l'on ne puisse pas retourner en arrière, on marquait une pause en attente de l'avenir. Les Américains se trouvaient face à face avec la possibilité d'entrer dans le conflit de la Première Guerre mondiale, toujours confiants en eux-mêmes, et ont ainsi dû émerger à contre-cœur et progressivement de leur passé tranquille. Ils allaient prendre les armes parce que c'était leur devoir. Ils allaient combattre parce qu'ils devaient se défendre. Ils allaient gagner parce que leur but était honnête. Le passé paisible faisait dès lors partie de l'histoire et la guerre était là. Au-delà de l'océan, en Allemagne, il y avait une grande célébration avec une abondance de défilés de spectacles, une manifestation de puissance, tambour battant, avec des armes silencieuses. C'était encore une époque de paix dans l'Allemagne impériale, durant la première décennie du XXe siècle. Il s'agissait d'une accalmie avant l'orage qui arrivait. Guillaume II, l'empereur allemand, à l'attitude gâtée et dénuée de maturité, roi de Prusse, a annoncé ce sujet « Je vous mènerai à une époque glorieuse ». L'Allemagne, qui était le plus jeune empire, était puissante, prospère et fière. Ils voulaient être reconnus pour leur nouveau pouvoir et l'union de leur nation. C'était l'époque d'une royauté qui gouvernait avec une souveraineté paisible et une Europe accoutumée à la paix. Tout le monde semblait apparenté aux autres royaux. Le roi George et la reine Mary d'Angleterre téléphonaient à la tante de la reine, la grande duchesse de Mecklembourg, et au cousin germain du roi, le Kaiser. Le monde en 1914 est un endroit où le nationalisme est un nouveau concept. Il y a de nombreuses nouvelles nations. L'Allemagne, par exemple, est une nouvelle nation. On ne la connaît pas sous le nom d'Allemagne depuis très longtemps. Il y a des anciens systèmes politiques qui sont arrivés à la fin de leur durée. En quelque sorte, on a l'Empire autrichien-hongrois, l'Empire russe, qui sont en déclin, ainsi que l'Empire turc, qui essaie de se maintenir. Et on a une situation où on utilise un effet de fausse alarme comme solution au problème.
Il y a eu beaucoup de conflits à travers le monde depuis le début du siècle. Il y a eu une guerre mondiale, 2 guerres dans les Balkans. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors c'est un monde qui peut facilement devenir mouvementé. Il y a un élan nationaliste croissant. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent mener à la guerre simplement dans le but de résoudre les problèmes. Guillaume II était aussi apparenté à Nicolas II, tsar russe. La famille des Romanov semblait avoir gouverné la Russie depuis le début des temps. Des palais immenses et des jardins élaborés témoignent encore de leur influence. Mais au-delà de tous ces liens dynastiques, il y avait de grands désaccords. Le Kaiser était à la tête d'une alliance avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et l'Italie. Le tsar appartenait à la triple entente qui comprenait la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Le tsar et le Kaiser étaient dans des clans opposés. On espérait que cet équilibre délicat de pouvoir serait maintenu et que l'on pourrait ainsi préserver la paix. Cela avait été le cas pendant des années. La Russie et le tsar ne faisaient pas confiance à la puissance allemande, et la France s'inquiétait de la rigueur et de l'unité de l'Allemagne. L'Angleterre était également préoccupée parce qu'elle ne voulait pas de nouveaux concurrents mondiaux. Mais le Kaiser pouvait se vanter d'avoir un allié ailleurs. Franz Joseph d'Autriche-Hongrie était à la tête d'un empire vieilli. Guillaume II considérait son ami comme quelqu'un sûr, avec qui il pouvait compter en cas de nécessité. Le Kaiser aliénait les plus fortes des puissances européennes et s'est lié avec les plus faibles d'entre elles, à cause de son arrogance qui apportait un certain antagonisme. Les participants principaux de la guerre sont formés par un groupe de pays qui sont les grandes puissances. Les relations entre ces puissances sont liées au nationalisme dont j'ai parlé plus tôt et aussi à des caractéristiques nationales. On a des pays qui sont déjà en conflit. Par exemple, la France, l'Allemagne, à cause de la guerre franco-prussienne. Les Français veulent recouvrir ce qu'ils ont perdu dans cette guerre et peut-être même un peu plus. Ces généralisations ne sont pas tout à fait justes pour ceux qui sont impliqués. Les Russes veulent simplement devenir une grande puissance et ils veulent considérer comme importants, alors que dans les Balkans, on leur demande de les aider. Cela semble être une question d'honneur pour eux. Ils avaient perdu le conflit russo-japonais en 1904, alors ils cherchent un moyen de regagner leur prestige qu'ils avaient perdu dans cette guerre. Nous avons la Grande-Bretagne qui essaie de rester à l'arrière-plan, jouant le rôle d'élément stabilisateur dans le triangle fait par les puissances principales. Ils essayent d'une manière ou d'une autre de garder les choses équilibrées en Europe, sur le continent européen. They're out there trying to go one way or the other to keep things even on Europe or on the continent. La Hongrie est similaire à la Russie. Elle est dans une situation difficile. Elle espère une restauration du nationalisme et de la fierté nationale. Encore une autre exception. Le Kaiser accueille Albert, roi des Belges, qui était en général respecté pour sa neutralité grâce à un traité. Les traités, les alliances, les ententes ont été tous faits d'une manière pratique et permanente. Et puis, le 28 juin 1914, l'héritier du trône de l'Empire autrichien-hongrois, l'archiduc Franz Ferdinand, a été assassiné à Sarajevo, dans les Balkans. L'assassinat avait été planifié par une organisation secrète serbe du nom de la Main Noire. Le meurtre a lieu le jour de l'anniversaire de la défaite des Serbes contre l'Empire turc à la bataille de Kosovo en 1349. Un groupe de jeunes Serbes a traversé les rues de Sarajevo ce jour-là, tout en déclarant qu'ils tueront le membre de la famille royale qui oppresserait le peuple. Un premier attentat, plus tôt le même jour, avait échoué alors qu'une bombe rebondit du carrosse de l'archiduc et avait atteint un autre carrosse, blessant 2 personnes officielles qui n'étaient pas de haut rang et qui faisaient partie du personnel de l'archiduc.
La responsabilité a été ensuite incombée à Gabriel Prince, un Serbe bosnien de 19 ans, qui marchait simplement dans la rue. Le chauffeur de l'archiduc s'est trompé de chemin et s'est retrouvé dans un cul-de-sac, juste en face du jeune Prince. Le Serbe a tiré 2 fois, tuant son archiduc et son épouse. Un archiduc est-il une raison suffisante pour... Mais plus en profondeur, il y avait de nombreuses différences et disputes à régler. Cet épisode se transformerait-il en guerre? Les diplomates et les généraux ont commencé à débattre des raisons de ce conflit et se sont immergés dans une discussion afin de considérer à qui revenait la responsabilité. L'Autriche a vu que son prestige était en jeu et que sa réputation était menacée, et a accusé la Serbie d'être à l'origine de l'assassinat. Mais si l'Autriche entrait en guerre, la Russie, qui avait aussi le regard fixé sur les Balkans, allait peut-être essayer de l'arrêter. Quelle serait la réaction de l'Allemagne? La destinée de l'Europe dépendait de la réponse à cette question. L'assassinat de l'archiduc sur le territoire serbe n'est pas vraiment la raison de la guerre, c'est plutôt une excuse. L'Autriche veut s'emparer des Balkans pour étendre son territoire. Ça a été l'objet de conflits avec les Turcs et les Serbes depuis déjà quelque temps. Et ils utilisent l'assassinat comme excuse pour donner un ultimatum à la Serbie qui n'est pas acceptable, que personne n'accepterait. Et à cause de tous les traités et les alliances européennes, on s'intéresse à l'équilibre du pouvoir et de nombreux pays donnent de l'importance à ce qui était en fait secondaire. Et c'est ce qui commence la guerre. La crise européenne a trouvé l'Allemagne impériale au sommet de sa puissance sur mer et sur terre. Ce nouveau conflit a permis à l'Allemagne de défier la suprématie navale de la Grande-Bretagne. L'expansion de son influence navale représentait encore une autre cause alarmante pour la France, sa voisine, et pour l'Angleterre, sa rivale. La force de l'Allemagne était réelle. En 1812, l'Allemagne y ajoutait 15 000 officiers à une marine croissante qui commençait à faire concurrence à la Grande-Bretagne. Dès 1913, l'armée allemande avait atteint le nombre impressionnant de 650 000, ce qui était bien trop élevé pour une époque de paix. Le Kaiser a pris sa décision et les jeux étaient faits. Il a promis son soutien à son allié autrichien qui était prêt à détruire la Serbie. Mais la marine allemande, avec ses sous-marins modernes qui n'avaient jamais été utilisés auparavant dans une guerre et qui étaient prêts à l'action, permettait aux Autrichiens de se sentir en sécurité. Ils étaient soutenus par l'industrie la plus puissante du continent. Les usines allemandes étaient parmi les plus productives en Europe. De nombreux produits allemands étaient nécessités et utilisés par la France, l'Angleterre et les pays du Benelux. Quand l'apport de ces produits se sont arrêtés pendant la guerre, par exemple, les Alliés devaient créer entièrement des pièces automobiles. Alors tout était en place. Dès juillet 1914, alors que l'on n'a pas oublié l'assassinat de l'archiduc en face du désastre qui s'annonçait. Comme le dira un observateur, l'ennui inconscient de la paix qui avait duré plus de 50 ans a provoqué un potentiel étonnant qui n'attendait pas la moindre provocation pour éclater. Quand la guerre commence, personne ne pense qu'elle va durer longtemps. Tout le monde pense que ce sera un conflit court et décisif, très direct et précis, comme la guerre franco-prussienne. Ce sont les théories sur lesquelles on se repose à l'époque. Le plan allemand, appelé Schlieffen, est un plan qui prévoit d'attaquer les Français par surprise en passant par la Hollande et la Belgique et ainsi attaquer le flanc de l'armée française. Il a été modifié et beaucoup de stratèges pensent que s'il ne l'avait pas été, les chances de succès de l'Allemagne auraient été plus grandes. L'autre partie du plan Schlieffen, que beaucoup ne comprennent pas, était de combattre sur 2 fronts. Les Allemands avaient élaboré ce deuxième plan et allaient l'utiliser.
L'autre aspect du plan Schlieffen était de laisser une partie de l'armée sur le front Est et de combattre l'armée russe. Il pensait pouvoir être capable de faire face à